Ces dernières années, Bruxelles a vu se développer de nombreuses infrastructures permettant le développement de la mobilité douce. Les pistes cyclables ocre, par exemple, des pistes cyclables rouges aussi, et puis certaines avec des lignes continues, d'autres avec des lignes pointillées. Certaines sont financées par le fédéral via le fonds Belleris, de nombreuses par la région, certaines aussi évidemment par les communes. Alors comment rendre toutes ces infrastructures lisibles, cohérentes pour tous les usagers de la route? On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver. Alors, la grande majorité des infrastructures cyclables sont financées par le public, notamment la région, les communes, parfois aussi le fédéral. Mais à côté de ça, il y a aussi parfois des acteurs privés. Alexandrine Gossens, bonsoir, vous travaillez à la Fondation Roi-Baudouin au niveau du fonds Bike Brussels, Bike in Brussels, c'est important. C'est quoi la Fondation Roi-Baudouin en quelques mots ? Alors la Fondation Roi-Baudouin est une fondation indépendante d'utilité publique et sa mission est de rassembler chaque jour différents acteurs sociaux pour leur permettre de réfléchir ensemble de manière pluraliste sur des sujets, des actualités, des besoins et leur permettre de proposer des solutions pour l'intérêt général. Et quel est le lien avec le vélo ? Alors du coup, la mobilité, tout comme l'enseignement, la santé, le travail, toutes sortes de problématiques, de situations qui touchent chacun des citoyens dans son quotidien. Ce sont des sujets d'intérêt général et donc ici la mobilité vélo est quelque chose qui touche chacun des citoyens dans son quotidien. Le fonds Bikes in Bruxelles, ça existe depuis quelques années, 5 ans si je sais ça. Fin 2018 et premier appel à projet 2019. Et alors c'est quoi l'objectif de ce fonds ? L'objectif du fonds est de créer des infrastructures vélo sûres, confortables, agréables, efficaces aussi, et qui encouragent chacun à utiliser le vélo comme moyen de transport privilégié. Concrètement, à Bruxelles, quel type d'infrastructure vous êtes amené à financer ? Alors le fonds soutient, je dirais, toutes les infrastructures qui sont utiles pour permettre à chacun et chacune de se déplacer à vélo de manière agréable. Et donc il peut s'agir de places de parking vélo ouvertes ou fermées en bas de chez soi. Important les places de parking justement pour développer le vélo, un gros enjeu. Oui, tout à fait. À son club de sport, à l'école, à un hôpital, une maison médicale. Des pistes cyclables aussi par exemple ? Des pistes cyclables, des bouts ou des itinéraires cyclables. Des passerelles aussi ? Des passerelles, Il y a 2 passerelles, c'est ça si je ne me trompe pas ? En effet, 2 passerelles, l'une Jeanne Partous à Jette et la deuxième qui a été récemment achevée aussi aux 4 bras à Tervuren et qui permet les mouvements des navetteurs et des visiteurs vers et depuis Bruxelles. Et alors concrètement, comment est-ce que vous choisissez les infrastructures et les projets que vous allez soutenir ? Alors les projets sont introduits, voilà, dans le cas d'un appel à projet public, annoncé publiquement, peuvent introduire toute personne ou organisation commune qui souhaite obtenir un soutien pour une infrastructure vélo accessible à tous. Moi, ça, par exemple, si avec mes important. voisins, je souhaite accessible à tous. Donc moi, si avec mes voisins, je souhaite installer un parking vélo à proximité de chez moi, ça, c'est pas accessible à tous, donc ça ne concernera pas... Voilà, donc pas en bas d'un immeuble. Par contre, une maison médicale qui va accueillir le quartier ou un établissement scolaire ou de formation, un musée, voilà. Là, c'est tout à fait possible. Et pareil, bien sûr, pour toutes les infrastructures ouvertes à chacun. Et un financement à quelle hauteur ? Je suppose qu'il y a plus de financement pour la passerelle des 4 bras de Tervuren que pour un parking vélo. Comment ça se passe par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Alors il faut distinguer, pour le moment, l'appel à projet qui est en cours actuellement, c'est un prix, ce sont des prix. C'est ça, en fait, en plus, pour être concret, en plus des appels à projets que vous développez de temps en temps, là, vous avez lancé une nouvelle dynamique, on va en parler dans les prochaines secondes, c'est des récompenses. Donc, c'est pas avant, lorsqu'on lance un projet, mais on peut aussi être récompensé par des projets qui ont déjà été réalisés. Et donc, c'est quoi ? C'est un appel pour les récompenses ? Voilà, exactement. Donc l'appel à candidature, du coup, qui est lancé depuis janvier jusqu'à fin mars,
C'est un appel à récompense, donc un Bikes in Brussels Awards. Et le but est de mettre en évidence, en valeur, des initiatives qui ont des infrastructures cyclistes pérennes. Déjà existantes. Déjà existantes, financées par des organisations publiques, privées, etc., mais toujours accessibles à tout le monde 24 heures sur 27. Et de les mettre en valeur et de leur permettre de continuer sur leur lancée. Et donc, là, les prix, on revient sur la hauteur des prix. On a travaillé par catégorie pour couvrir les différents aspects de la mobilité vélo par les infrastructures. Et donc, les parkings vélos, par exemple, peuvent obtenir un soutien allant jusqu'à 25 000 €. Les pistes cyclables, itinéraires cyclables, voies cyclables peuvent obtenir jusqu'à 100 000 € de récompense. Et les passerelles, tunnels ou voies rapides, donc des projets de plus grande envergure, là peuvent recevoir un prix allant jusqu'à 250 000 €. Ah oui, c'est des sommes importantes. Et justement, qui sont les donateurs, par exemple, dans une fondation comme la Fondation Rabaudouin? Alors, à la Fondation, les donateurs sont des particuliers, des familles, parfois des entreprises, des fédérations, qui font un don à la Fondation Rabaudouin avec un souci de travailler sur un projet d'intérêt général, une thématique, un public particulier qui a un besoin et qui rejaillira de toute façon sur l'ensemble de la société. Alexandrine, depuis 2018, il y a combien de projets qui ont été soutenus? En tout, c'est près de 110 projets qui ont été soutenus pour un montant total dans l'ensemble de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, c'est ça, depuis 2018. Ouais. Eh ben, merci à vous de nous avoir expliqué un petit peu comment fonctionnait tout ça, des infrastructures qui sont destinées à des modes de transport de plus en plus nombreux aussi. Et se pose ensuite la question de la lisibilité de ces infrastructures, parce qu'on sait que les différentes institutions qui sont amenées à les mettre en place ne sont pas toujours très cohérentes les unes entre les autres. On en parle dans les prochaines secondes. Les infrastructures cyclables sont-elles lisibles, cohérentes? Eh bien, bienvenue Annelise Develter. Vous êtes responsable de la ligne de recherche mobilité durable chez VIAS, l'Institut belge pour la sécurité routière. Vaste question, Annelise. Est-ce que la signalisation cyclable est suffisamment claire et lisible à Bruxelles? Malheureusement, la réponse est non. Donc effectivement, ces dernières années, il y a eu pas mal de modifications des règles en matière de circulation cyclable, de l'apparition de nouvelles règles, mais aussi des modifications. Le code de la route existe depuis le milieu des années 70. À l'époque, il n'y avait pas de distinction entre types de vélos. Les règles étaient assez simples. Il y avait 2 règles. Au fur et à mesure de l'évolution de nos propres mobilités ou des connaissances en matière de sécurité routière, heureusement, il y a une modification des règles. Avec modification des règles, il y a complexification et du coup confusion. C'est à chaque fois des petits ajouts qui ont été rajoutés en fait au code de la route, c'est ça? On peut caricaturer comme ça? On peut tout à fait caricaturer comme ça. Justement lié à l'évolution de nos mobilités, on a les trottinettes électriques qui apparaissent, on a les vélos ultra rapides qui apparaissent. Et c'est justement ce qu'on a voulu étudier dans l'une de nos études. On a évalué les connaissances en matière de lisibilité de l'infrastructure cyclable et connaissances de la règle en matière de cyclistes à l'échelle de la Belgique. Et comme on s'y attendait, cette modification constante cause des confusions pour l'ensemble des usagers de la route. Et comment ça se matérialise ça, par exemple? Qu'est-ce qui est problématique? Donc, concrètement, un exemple de confusion, c'est l'interdiction de circuler sur les pistes cyclables qui sont marquées par des traits pointillés sur nos voiries. Donc c'est normalement une zone qui est non franchissable ou non circulable. La plupart des répondants, donc 8 sur 10, pensent qu'en fait qu'un conducteur peut circuler dessus, par exemple quand il n'y a pas la place pour se croiser sur une voirie. Il y a beaucoup de formes aussi pour les pistes cyclables, on a l'impression, on voit les pistes ocre, on voit les pistes rouges, certaines qui sont justement en termes de marquage au sol qui sont très différentes les unes des autres. Est-ce qu'il faudrait plus de cohérence, Oui, donc effectivement, c'est un bon point. Une infrastructure cyclable qui est lisible, c'est une infrastructure qui incite au comportement souhaité. Les couleurs qui ne sont pas des obligations au sens du code de la route, mais qui sont des bonnes pratiques par les gestionnaires de voirie, peuvent aider à la lisibilité de l'infrastructure. Donc typiquement, le marquage rouge est considéré comme des zones de conflit ou des zones de danger où il y a des croisements avec différents types de mobilité. L'ocre est notamment utilisé à Bruxelles pour définir les pistes cyclables séparées. Par contre, l'ocre est aussi utilisé en Flandre
pour identifier les bandes cyclables suggérées, hein, même si ça paraît évidemment une bonne pratique, ces différences peuvent porter à confusion et aussi induire une insécurité sur la route. C'est quoi? C'est la confusion entre les différentes entités. La région ne fait pas de la même manière que les différentes communes bruxelloises et que les autres régions du pays. C'est un petit peu ça le problème, ou c'est beaucoup plus vaste évidemment? C'est beaucoup plus vaste, mais l'idée il faut partir du principe qu'un usager de la route circule à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, de manière assez uniforme, et que l'intérêt d'avoir une voie commune est important pour pouvoir justement assurer la sécurité pour tout le monde. C'est quoi l'infrastructure parfaite? Une infrastructure intuitive pour tous les usagers? Ce serait l'idéal. Maintenant, on est dans un monde compliqué où il y a beaucoup de types de mobilité différents. Donc, je le disais au début, il y a l'apparition. Hein, à l'époque, on connaissait que le vélo classique et progressivement, il y a différents types de vélos. Le vélo à assistance électrique pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Il y a le vélo à assistance rapide, le speed pedelec, les trottinettes électriques, hein, nommées sous les nouveaux engins de déplacement, qui fait que ça évolue et heureusement, le code de la route évolue aussi. Mais voilà. On rajoute à chaque fois des règles aussi pour assurer la sécurité pour tous. Et c'est vrai que cette lisibilité, elle est aussi dépendante de cette complexité. Hein, et ce n'est pas non plus parce qu'on connaît une règle qu'on va la suivre, ça c'est encore un autre débat. Mais cette cohérence entre entités est essentielle. Une nuance importante, par exemple, c'est celle des passages piétons qui ne sont pas tout à fait la même signification qu'on peut connaître pour les passages cyclistes. C'est très différent et en fait c'est un savoir assez peu connu par les usagers. Tout à fait. Donc il faut savoir qu'un passage piéton, donc c'est le piéton est prioritaire absolu, sauf lorsqu'il y a un tram, comme aujourd'hui. Mais pour tout ce qui est passage cycliste, et là c'est aussi problématique, un répondant sur deux pense qu'en fait le cycliste est prioritaire sur une traversée de ce type-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Et à nouveau, lorsqu'on pense être prioritaire, on va peut-être prendre des risques et vice-versa. Donc c'est vraiment important de pouvoir bien connaître les règles. Est-ce qu'il y a aussi des erreurs, ça peut arriver, des autorités publiques? C'est des choses qu'on voit aussi et qui nuisent à la sécurité des usagers? Oui, tout à fait. Donc des erreurs, ça existe. Hein. Les règles sont complexes pour tout le monde. Et c'est vrai que, comme je le disais, on ne peut pas circuler sur une piste cyclable marquée par des traits pointillés. À partir du moment où il y aurait une piste cyclable marquée de part et d'autre de la voirie, mais qui empêcherait le croisement de véhicules, à ce moment-là, le conducteur n'a pas d'autre choix que de circuler sur la piste cyclable, ce qui n'est pas du tout prévu. Maintenant, il y a aussi la notion de bonne pratique. Hein. Je vais prendre un exemple bruxellois. Le rond-point Montgomery a été récemment réaménagé. On a un aménagement cyclable en extérieur de rond-point, un aménagement cyclable à l'intérieur du rond-point. Ce qui fait qu'il y a deux espaces pour les cyclistes. Ça peut porter à confusion tant pour le positionnement du cycliste que pour l'automobiliste qui ne s'attend pas forcément à avoir des cyclistes à plusieurs endroits sur la voirie publique. Annelise, expliquez-moi un petit peu quel était le but de cette étude de VIAS? Le but de l'étude, c'était d'une part de connaître le niveau de connaissance des Belges par rapport aux nouvelles règles en matière de circulation cycliste et de voir dans quelle mesure les règles et les aménagements actuels sont lisibles. Et est-ce que justement dans les conclusions, c'est quel type de cyclistes qui sont plus ou moins au courant des règles? Mais donc là, c'est une question difficile. On voit notamment qu'il y a des différences en termes de mobilité. Donc on voit par exemple que les gens qui possèdent un permis de conduire ont une plus grande connaissance des règles de la route que lorsqu'on ne possède pas de permis de conduire. Par contre, on voit aussi que l'usager idéal, celui qui connaît le plus les nouvelles règles en matière de circulation cycliste, est cycliste, mais aussi automobiliste. Le manque de lisibilité suscite-t-il des accidents? Grande question. Effectivement, le manque de visibilité suscite des accidents. Maintenant, on ne sait pas le chiffrer à l'échelle de la région bruxelloise. On a fait une récente étude sur les accidents mortels et sévères en Flandre. On constate qu'un quart des accidents de ce type-là sont attribués directement à des manquements en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de lisibilité, manque de visibilité, par exemple une haie qui ne serait pas bien taillée, un objet inapproprié sur la voirie ou un trou sur la piste cyclable, qui sont toutes des illustrations d'un manque de qualité de l'infrastructure. Maintenant, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à l'insécurité subjective, donc le sentiment de sécurité. Ça aussi, c'est un élément qu'on a testé dans l'étude.
étude et on se rend compte que les situations, les aménagements qui génèrent le plus grand sentiment de sécurité sont des aménagements qui sont complètement séparés, donc où il y a une division du trafic motorisé et du trafic cycliste, et les aménagements qui sont dans lesquels les gens se sentent le moins en sécurité sont justement ceux où il n'y a rien, par exemple un rond-point sur lequel un cycliste devrait s'engager, où il n'y aurait même pas un marquage au sol. Je vous remercie, Anne-Lise Deholter. C'était très clair pour la question de ces lisibilités des infrastructures qui sont toujours de plus en plus nombreuses à Bruxelles. On suivra ça évidemment pour voir si la lisibilité s'améliore dans les prochaines années, dans les prochains mois. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.